Bonjour tout le monde. Alors, pas de petite musique d'introduction aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on s'est parlé. Je voulais simplement vous tenir au courant de ce qui se passe dans ma vie. Il y a eu beaucoup d'actions depuis l'élection. J'ai pas eu l'opportunité de faire des capsules, de discuter avec vous. Il s'est passé tellement de choses. C'est pratiquement impossible de faire le tour, mais je vais tenter de le faire. Sachez simplement que mon ordinateur sur lequel étaient tous mes fichiers, y compris la petite musique et tout ça d'introduction, est en réparation. Donc, quand je vais le récupérer, on va peut-être avoir une qualité de production supérieure. Là, je fais attention de ne pas parler trop fort parce que mon micro n'est pas configuré sur mon portable, mon ordinateur portable, mon laptop. Donc voilà, je simplement tenir compte de la réalité du fait que M. Trump est maintenant le président des États-Unis, avec tout ce que ça comporte. J'ai très hâte d'entendre les gens qui nous disaient que ça serait la meilleure chose pour la paix dans le monde. À titre de Canadien, je me sens pas très en sécurité présentement. Je me sens carrément sous la menace d'une invasion militaire. J'ai l'impression que le Panama, le Groenland doivent se sentir de la même façon. Qui sait, qui d'autre se fera menacer par l'armée américaine. Alors bon, j'ai bien hâte de vous entendre, ceux qui pensaient que ça allait amener la paix dans le monde. Mais sinon, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de défaites importantes. On parle évidemment des sondages, encore une fois, qui ont lamentablement failli à la tâche. Ce sondage en Iowa qui donnait Kamala Harris gagnante par 6 points. On parlera de tout ça, bien sûr. Le modèle de Alan Lichtman qui relégué aux oubliettes. Encore une fois, il n'y avait pas assez de haine, il n'y avait pas trop. C'était un modèle relativement inexpérimenté. Donc lui aussi, comment dire, n'a pas su prédire qu'est-ce qui s'en vient. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, dont moi, etc., j'ai l'impression que ce qu'il y a surtout à faire maintenant, c'est de regarder qu'est-ce qui va se passer. Une chose est certaine, c'est que cette victoire est relativement sans appel. Les gains de M. Trump se sont inscrits un peu dans chaque État. Pratiquement pendant un moment, on pensait que c'était dans chaque comté de chaque État qu'il avait enregistré des gains. Donc, très important comme victoire. Il y a une majorité dans les deux chambres, une majorité importante à la Cour suprême. La majorité dans la Chambre basse est peut-être celle qui est la plus limitée. On voit que c'est quelques personnes qui changent d'édition. Je pense que on est à deux personnes qui changent de bord et puis ça passe pas. Donc, c'est peut-être un peu illusoire, tout ce contrôle. On sait qu'au Sénat, par contre, ça a été une défaite relativement cuisante pour les démocrates, ce qui fait que l'ensemble du cabinet de M. Trump a été confirmé. Donc, on a des gens, des personnages, on va dire, là, parce que vous direz ce que vous voudrez de Pete Hegseth, mais vous pouvez pas dire qu'il est qualifié pour être secrétaire de la Défense. Et bien d'autres personnes, là, des êtres carrément bizarres. Tulsi Gabbard, là, qui va maintenant diriger la CIA. Donc, c'est fort intéressant. C'est lourd de conséquences, tout ça, comme je l'ai déjà dit. On est aussi dans un moment assez charnière de la présence de Trump, là où il rencontre les garde-fous. Parce que la Constitution américaine est vraiment, vraiment bien faite. Il y a énormément de protection. Les fondateurs avaient complètement anticipé le genre de personnage que M. Trump est, là, qui voudrait s'arroger tous les pouvoirs et se décréter roi. J'ai dit un petit peu à la blague sur un TikTok que les États-Unis avaient élu leur premier président. C'est pas entièrement faux dans la mesure où il y a vraiment les pleins pouvoirs en théorie, mais la Constitution américaine a été conçue de telle sorte que c'est impossible pour un homme, même puissant et riche, de tout contrôler. Et là, on est en train de s'apercevoir du côté de l'administration américaine que c'est le cas. On a déjà commencé à contester les décisions judiciaires. M. Vance a remis en question même le principe du contrôle exécutif. Les juges ne peuvent pas contrôler l'autorité légitime de l'exécutif, ce qui est hilarant de la part d'un juriste. Donc, je vous rappelle que je suis un juriste, que j'ai, entre autres, étudié le droit constitutionnel plus que juste les cours que j'ai suivis. Là. J'ai fait des poussées un peu plus approfondies là-dedans. Puis, je peux vous assurer que le rôle du judiciaire, c'est de délimiter justement ce qui est l'action légitime de l'exécutif. Alors, effectivement, à l'intérieur de l'action légitime de l'exécutif, les tribunaux ne vont pas contrôler cette action, ils vont laisser cours à l'action exécutive du président, de son cabinet, mais ils vont être là pour déterminer quelle est cette limite, justement. Alors, quand on dit on ne contrôle pas l'action légitime, je pense que du côté de M. Vance, on fait exprès
de dire quelque chose qui a l'air d'être faux et controversé, mais en réalité est exact. Donc, on admet quand même à demi-mot que le judiciaire contrôle dans la mesure où l'action n'est pas légitime. Donc, c'est la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Et puis, même s'ils ont une majorité à la Cour suprême, et c'est un peu ce qu'ils ont dit en filigrane, on va se rendre à la Cour suprême. Mais les juges de la Cour suprême ont rendu des décisions et doivent répondre à ces décisions. Alors, à moins qu'ils changent complètement leur fusil d'épaule constamment pour faire plaisir à M. Trump, la plupart des juges de la Cour suprême, même les plus excentriques comme Brett Kavanaugh et Amy Cohen Barrett, vont essayer de, d'être cohérents avec eux-mêmes. Donc, il y a des limites à ce que la Cour suprême va permettre à M. Trump, il va s'en rendre compte. Il y a également les États. Les États sont libres de poser leurs propres gestes dans la limite de leurs actions respectives. On a vu des choses relativement terrifiantes. Je veux dire, je dis ça avec un sourire. Il y a vraiment rien de drôle. Il y a des gens, on a aboli la Food and Drug Administration, ou à peu près. On l'a définancé. On se retrouve avec une situation où la nourriture aux États-Unis n'est plus contrôlée, essentiellement plus contrôlée. Donc, pour ma part, comme consommateur, je vais absolument pas acheter de la nourriture américaine. Peut-être celles qui viennent de Californie, parce que j'ai l'impression qu'ils vont maintenir leur contrôle, mais on a aussi essentiellement fermé le Center for Disease Control. Donc, on n'a aucune idée s'il y a des épidémies de salmonelle ou autres dans la nourriture. C'est très dangereux. Donc, il y a des gens qui ont commencé à mourir, évidemment, parce qu'on a bloqué accès à des soins de santé élémentaires, mais le portail de médical a été bloqué, etc. Mais aussi, on a vu la Louisiane demander à l'État de New York de lui extrader un médecin qui aurait prescrit et envoyé des pilules abortives à une jeune fille en Louisiane, demande de le traduire en justice et l'envoyer en prison. Puis là, l'État de New York a dit jamais, sous aucun prétexte, nous allons faire ça. Donc, on voit aussi que les États sont quand même libres de, pour le meilleur ou pour le pire, là, fixer leur propre juridiction. Donc, il y a beaucoup de limites à l'action exécutive. Aussi, on a vu M. Trump essayer d'imposer des tarifs au Canada, au Mexique, faire immédiatement demi-tour lorsque le premier matin ouvrable suivant, le marché s'est mis à baisser en chute libre. On dit beaucoup que la bourse américaine est largement surévaluée. Donc, on attend un moment de correction depuis longtemps. M. Warren Buffett et autres grands propriétaires de quantités astronomiques d'actions ont en grande partie liquidé leurs actions, les ont transformées en cash, les ont liquidées, vraiment, c'est le bon terme. Et en attente de cette correction du marché qu'on attend, alors c'est sûr que si M. Trump veut précipiter l'action baissière du marché, il a qu'à faire exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire entrer dans des guerres commerciales avec ses principaux partenaires économiques. Donc, on l'a vu reculer. On l'a vu reculer là-dessus. On voit qu'il rencontre ses limites. Et M. Trump n'est pas quelqu'un qui, de base, aime beaucoup avoir des limites, mais aussi dans un contexte présent où il a gagné sur toute la ligne, il se croit vraiment tout permis. On va renommer le golfe du Mexique le Gulf of America. Il y a des gens qui disent on va le renommer le Gulf of insécurité fragile, mais je veux dire, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu nécessairement d'action extrêmement comment dire, percutante pour monsieur, madame, tout le monde. On a vu des grandes actions spectaculaires dans le but de projeter de la puissance. Là. On parle de déménager tout Gaza. C'est difficile de suivre toutes les choses qui se disent, mais moi, je cherche encore monsieur, madame, tout le monde. Tout ce qu'on sait, c'est que d'abord, le marché s'est presque effondré suite à ces politiques économiques. Ensuite, le prix des œufs est rendu un prix record aux États-Unis. Euh, il va falloir qu'éventuellement, le populisme dont il a fait preuve pendant sa campagne et même toute sa carrière se traduise par des politiques qui avantagent les gens. Je sais que ça fâche énormément d'entre vous, mais je vais vous dire une chose. Après cette élection, j'en ai plus rien à faire. Vraiment, là. Si vous êtes un peu pro-Trump, ça vous choque. Il y a plein d'autres chaînes qui vont nourrir votre délire, là, franchement, là, je vais vous dire, là, je prends position, j'en ai plus rien à faire. Je vais quand même parler des choses telles que je les vois, le plus objectivement possible, mais je veux dire, je pense que là, quand on commence à citer Napoléon en disant, ça, si on parle de nouvelles récentes, là, M. Trump qui cite Napoléon à répétition, là, c'est pas juste hors contexte, là. Il dit quand qui sauve son pays ne commet aucun crime, ça sonne exactement comme Richard Nixon qui avait dit quand le président le fait, ce n'est pas illégal. Et puis on sait comment ça s'est terminé pour Richard Nixon. Donc,
On a, tu sais, Elon Musk qui fait, tu sais, un je vous aime, mais qui ressemble à un salut que vous savez de quelle allégeance politique. On sait que M. Musk, pas nécessairement le plus grand fan des gens opprimés par le régime en question. Donc, je veux dire, tout ça, ça colle. Alors, je vais continuer de vous dire quand je pense qu'il fait des bons coups, quand il fait pas des bons coups, mais je veux dire, je vous avais déjà dit où je logeais, à quelle enseigne je logeais, puis je vais continuer de le faire. Encore une fois, si vous n'êtes pas content là, des chaînes là, pro-Trump, il y en a partout là, où il fallait les trouver. J'ai vraiment plus de. C'est ça, ça me dérange plus. Je vous laisse me juger comme ça va vous chanter. Mais je vais être ici pour vous dire qu'est-ce qui se passe et quel est le réel impact de ces choses-là. Je vous invite à faire cet exercice qui est celui que je fais. C'est très bon pour la santé mentale. C'est arrêtez d'écouter ce que M. Trump dit. Arrêtez d'écouter ce que M. Vance dit. Regardez ce qu'ils font. Regardez les décrets exécutifs qu'ils signent. Ça, c'est les vraies choses qu'ils font. Les ordres qu'ils donnent à l'intérieur du gouvernement fédéral, à l'intérieur de leur juridiction, ce qu'ils sont capables de faire. Et pour votre santé mentale, vous devez regarder qu'est-ce qu'ils font et pas nécessairement qu'est-ce qu'ils disent. Donc, c'est ce que cette chaîne, on va essayer de faire ensemble. Je vais vous parler de tout ça en vous donnant mon opinion. Vous savez où je loge, mais c'est pas parce que j'ai une opinion générale que ça veut dire que je suis aveugle, là. Il va falloir du côté démocrate, exemple, qu'on fasse un examen de conscience. Je le vois pas. Il va falloir qu'on passe le flambeau à une autre génération. Je le vois pas. Présentement, je vois les démocrates qui font juste répéter la même chose qui a si peu marché contre Trump. Regardez, il a dit ça, c'est donc bien grave. Puis des attaques complètement inefficaces, puis des politiciens inefficaces. C'est Chuck Schumer qui donne la réplique, là. C'est vraiment deux univers complètement différents. Puis ils continuent de ne pas adopter des politiques populistes. Donc, ils sont un peu là où ils méritent de l'être à quelque part. Donc, on va aussi suivre du côté démocrate ce qui se passe. Mais moi, tout ce que j'ai vu, puis je vous l'ai dit à un moment donné dans des petits shorts que j'ai faits depuis l'élection, tout ce que je vois, c'est des vidéos du côté progressiste qui disent les 7 électeurs républicains regrettent d'avoir voté pour Trump. On est dans le déni et c'est pas utile à personne. Je veux dire, il n'y a pas assez de gens qui regrettent d'avoir voté pour M. Trump pour faire une différence. On a encore une majorité de gens qui ont voté pour Trump aux États-Unis. Donc, c'est pas en essayant de se, comment dire, consoler en disant, ah, il aurait pas dû voter pour Trump. Et il va falloir se poser des questions plus sérieuses que ça du côté démocrate, puis je pense que ça va passer par un changement de garde. S'ils font pas de changement de garde, tu sais ce qui s'est passé du côté républicain? Il y a eu un changement de garde. Au début, ça l'a fait mal, ça les a enfoncés plus, ils ont perdu plus d'élections à cause du Tea Party, mais éventuellement, ils ont complètement changé la base du parti. Et maintenant, ils gagnent des élections. Donc, côté démocrate, c'est encore des gens en cravate là, qui refusent de faire les cycles de médias alternatifs. Ils continuent de miser sur CNN, MSNBC et lèvent le nez là, sur les podcasts parce qu'ils reçoivent des questions plus corsées, parce qu'avec les médias traditionnels, on peut négocier les questions d'avance. Puis les médias traditionnels veulent avoir accès, donc ils posent des questions plus complaisantes, puis ils pensent qu'ils vont s'en sortir comme ça. Les républicains ont fait le transfert. Ils sont vraiment pleinement investis dans l'écosystème alternatif des podcasts et des chaînes YouTube de droite. Donc, ça leur réussit bien. Il va falloir qu'on fasse ça du côté démocrate. Ça fait beaucoup de choses à couvrir et je ne pouvais plus vraiment continuer sans vous donner une petite mise à jour. Je vais revenir avec le show un peu plus ficelé au cours des prochaines semaines. Mais comme je dis, j'ai beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie. C'est difficile pour moi de produire le show encore plus avec un ordinateur en réparation. Donc voilà, c'est la petite mise à jour pour l'instant que je voulais faire avec vous. J'ai bien hâte de vous retrouver. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je suis aussi sur TikTok maintenant, donc vous pouvez suivre la chaîne sur TikTok. Je vais organiser plus de vidéos là. Ça se fait quand même plus vite que produire ça en studio et tout. Alors voilà, on se retrouve. Courage pour tout le monde. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine.